Bon alors bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer et les retardataires rattraperont en chemin. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui, donc pour ce troisième webinaire organisé par la chaire. Pour les personnes qui n'étaient pas avec nous, donc pour les derniers, je me présente, je m'appelle Joséphine, je suis étudiante à l'ESSEC et donc je co-organise les webinaires avec Loïc aujourd'hui. Et donc bonjour Jean, merci à toi vraiment d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment heureux de t'accueillir, surtout que comme je t'avais expliqué, l'idée de ces webinaires est en partie née de l'écoute d'un podcast dans lequel tu étais intervenu. Donc c'est une vraie chance pour nous de t'avoir aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de ton parcours et de ton expérience avec Phoenix. Donc je vais passer la main à Loïc qui va un peu rapidement expliquer le déroulé du webinaire et après, comme ça, on pourra te laisser la main. Oui, bonjour Jean. Effectivement, merci Joséphine. Avant de démarrer, donc moi je me présente aussi, hein, je suis responsable académique de la chaire Grande Conso à l'ESSEC. Et juste, je voulais expliquer un petit peu avant de démarrer, donner quelques mots en fait sur l'état d'esprit dans lequel on a imaginé avec Joséphine ces webinaires. Alors c'est un peu de la redite pour ceux qui étaient là de premier, mais vous savez que le slogan de la chaire Grande Conso de l'ESSEC, c'est construisons ensemble la consommation de demain. Et finalement, ce qui nous semble le plus important, c'est ce mot ensemble. Et donc, on a imaginé ces webinaires sous forme d'une ouverture, d'un recueil de témoignages, de plusieurs témoignages, de plusieurs personnes avec leurs idées, leurs convictions, leurs entreprises et leurs principes. Et on se met vraiment pas dans une posture journalistique ou de débat ou de débat vindicatif, mais plutôt dans une posture d'écoute, de compréhension, de questionnement. Ça ne nous empêche pas de poser les questions les plus pertinentes possibles. Jean se présentera et présentera Phoenix une grosse vingtaine de minutes, je pense, pendant une grosse vingtaine de minutes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions par le chat. Et en fait, on vous redonnera la parole en fonction des questions qui arrivent. Voilà, je vous invite à rester en mute et on vous invitera à vous démuter pour poser votre question et éventuellement vous présenter et ouvrir votre vidéo pour que ça soit plus incarné. Il y aura peut-être pas le temps pour toutes les questions et je m'en excuse déjà. Joséphine, je te laisse la parole pour terminer cette intro. Bah, écoute, on va laisser la parole directement à Jean. On va te laisser présenter directement Phoenix à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc là, c'est bon, vous voyez bien l'écran. Ouais, Ouais, c'est bon. Ok. Et ben, bonjour à tous. Merci à tous les deux pour l'invitation dernier. Donc, moi, j'ai 10 minutes pour présenter un peu mon parcours, le métier de Nix, son ambition, et ce qui fait sa spécificité, en quoi on essaye de réinventer la consommation, mais d'apporter notre petite part à l'édifice d'une consommation plus responsable, plus raisonnée. Jean, on Renouveler t'entend les pas essais, très ouais. bien. Jean, excuse-moi, on Vous t'entend pas m'entendez très bien. vous m'entendez pas bien? Non, pas Non, très pardon. très bien. Est-ce qu'il y aurait moyen Attendez, de... ouais, je vais essayer. Ok, ça marche. Je vais faire différemment. Je vais être mieux là-dessus. Désolé, Et, on prend 2 minutes de pas pause de souci. tout de suite. Ouais. Merci beaucoup. Sinon, si jamais on pourra peut-être nous directement partager la présentation, peut-être que ça permettra que ce soit moins lourd. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, moi, j'ai Alors des par contre, il y a un écouteurs. écho. Ah, c'est bon. Non, ça va aller comme ça. Ok. Ouais, là, c'est beaucoup Cool. mieux. Là, c'est bon. Super. Alors, bon, bah, déjà, bonjour à tous. Merci, merci à tous les deux pour l'invitation. Donc, j'ai 20 minutes pour vous partager Phoenix, mon parcours et notre ambition, la façon dont on veut essayer d'un peu de contribuer à la réinvention d'une consommation plus responsable, plus raisonnée et nos défis. Donc, allez, c'est parti. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis un ancien de l'ESSEC, je suis un ancien de l'école. J'étais à Cergy de 2003 à 2007.
Et après ça, j'ai voulu faire un tour à Sciences Po pour apporter un peu une coloration intérêt général en plus du cursus business pur et dur. Et du coup, j'ai fait 2 ans en affaires publiques à Sciences Po pour finalement atterrir en banque d'affaires. Donc, pas grand-chose à voir, mais j'ai fait 5 ans de fusion-acquisition chez Merrill Lynch, donc en M&A dans une banque américaine, qui était franchement une bonne formation, un bon pied à l'étrier, parce qu'on est avec des gens qui bossent assez vite et bien, qui sont assez intelligents, et dans un univers qui est super exigeant et assez grisant. C'est toujours confidentiel, c'est toujours à la dernière minute, c'est toujours sur des enjeux assez stratégiques qui font un peu la une des Échos et de la Tribune. Moi, ce qui m'a manqué, c'était le sens. Je trouvais que ça avait pas assez d'impact, que je passais 100 heures par semaine de boulot. C'est à peu près mon rythme, hein, dans des conditions qui étaient dures d'un point de vue charge de travail, mais très bonnes d'un point de vue matériel, hein, pour être très clair, rémunération et tous les à côté, c'était un peu une prison dorée. Mais au bout de 5-6 ans, j'ai eu envie de bouger et d'avoir un métier qui ait plus d'impact, plus de sens, de contribuer à faire avancer le monde dans une meilleure direction. Et donc, j'ai suivi cette espèce de crise d'adolescence à retardement. Et j'ai commencé par creuser plusieurs thématiques autour de l'impact positif, l'éducation, le vivre ensemble, et tout ce qui avait un intérêt général, quoi, grosso modo. Et la thématique de la gestion des déchets, du gaspillage, notamment alimentaire, et plus généralement de l'économie circulaire, m'était apparu comme un bon terrain de jeu pour lancer un business qui soit au croisement de mes 2 aspirations, c'est-à-dire garder le côté business, croissance, ambition, modèle économique et start-up, mais l'appliquer sur une thématique qui fasse avancer le monde dans une moins mauvaise direction, en disant qu'on essayait d'aller un peu moins vite dans le mur que la moyenne. Donc voilà d'où est né Phoenix, c'était pour mon parcours. Le constat, il paraît un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais back in 2013-2012, c'était presque un peu trop tôt, trop visionnaire. En tout cas, c'était celui du gaspillage alimentaire qui représente à peu près un tiers de la nourriture. Donc un tiers de tout ce qui est produit, du champ jusqu'à l'assiette, n'arrive jamais en fin de chaîne dans un estomac, et un tiers est produit pour rien, et un tiers finit en incinération, enfouissement, décharge, et donc ça me paraissait assez inacceptable. Donc si on prend le split, grosso modo pour la France, c'est 10 millions de tonnes par an, sur un volume, un gisement qui vaut à peu près 16 milliards de valeur, et qui se répartit à peu près, comme c'est schématisé, entre la production et la consommation. Donc, pour ce qui vous intéresse, c'est-à-dire transformation, distribution, consommation, la distribution, donc la grande distri, qui est un secteur sur lequel on tape souvent, c'est un coupable tout désigné pour la classe politique et pour les médias. En gros, il pèse que 14% du gaspillage en France. Et le gros, quasiment 40%, il est chez le conso, donc chez vous et moi, dans nos frigos, dans nos placards, les yaourts qu'on oublie au fond du frigo, ou les paquets de biscuits, chips ou de pâtes qui sont en train de moisir au fond du placard et qu'on ne mange jamais. Donc le gros du travail, il est chez le consommateur. Mais pour autant, nous, on a pour plein de raisons, on a décidé de s'attaquer à la brique distribution, et donc aux 15% de gaspillage qui finissent dans les poubelles des magasins, tout format, à la fois des gros hyper, type Leclerc, Intermarché, Auchan, etc., des supermarchés de taille intermédiaire, et des petits magasins de proximité comme Franprix, Biocoop, Bio C'est Bon, Carrefour City, Naturalia, et ainsi de suite. Et donc, ouais, n'hésitez pas à poser les questions, hein, si jamais, pour qu'on rende la chose dynamique, dans le chat ou par oral même. En tout cas, notre ambition maintenant chez Phoenix, c'est d'amener cette distribution, et aussi les industriels agroalimentaires, donc les Danone, les Michel-Augustin, les Nestlé, les Blédina, sur la route du zéro déchet. Et pour ça, on a 3 solutions. On s'adresse à tous leurs invendus, donc tous les produits qui sont en fin de chaîne, en fin de charte fraîcheur, donc toutes les dates courtes par rapport à la date de péremption, tout ce qui est à J-3, J-2, J-1 ou J0 par rapport à la DMC, ou alors tous les produits qui ont un pépin logistique, une erreur de production, un défaut d'étiquetage, par exemple un yaourt à la fraise qui est mal étiqueté, qui n'a pas le grammage exact, ou dont l'étiquette a été collée à l'envers, ou qui a un défaut de production mineur. Tous ces produits, on les pousse dans 3 canaux, les consos, les assos et les animaux. Et je vais y revenir, mais le but, c'est qu'à la fin de ces 3 trucs, après être passé dans ces 3 canaux alternatifs, il n'y ait plus rien dans les poubelles,
on est vidé les poubelles de biodéchets. Et il n'y a plus besoin de faire appel à un acteur traditionnel type Suez, Veolia ou Paprec, parce que les poubelles de biodéchets sont vides. Il reste du carton et des palettes et des emballages, mais pour la partie déchets alimentaires, il n'y a plus rien. Tout a été absorbé, soit chez les consos, soit chez les assos caritatives, soit c'est les filières animales. Donc ça, c'est le métier de Phoenix. On amène tout le monde sur la route du zéro déchet avec 3 grosses filières de valorisation et de seconde vie des invendus. Si je rentre dans le détail, comment ça marche? Donc on a une dimension, nous, hybride. On a à la fois une dimension technologique et une dimension terrain, accompagnement, formation, logistique. Donc la dimension technologique, elle est résumée sur cette slide. On a une suite d'outils digitaux, que ce soit une application mobile grand public, une plateforme qui est une sorte de vente privée en B2B, une marketplace, et une suite d'outils numériques qui vont flécher des invendus des magasins, des usines, des producteurs, vers les bons preneurs au bon moment. Donc le conso, les assos caritatifs du coin, les animaux. Donc la première étape de la chaîne de valeur Phoenix, c'est un produit qui s'appelle Phoenix Date et qui aide le chef de rayon à identifier les dates courtes. Ça veut dire qu'il a c'est sur son PDA, sur son téléphone, c'est une sorte de GPS des dates courtes. Et là où jusqu'à maintenant, il arrivait le matin, il faisait ses dates à la mano avec un crayon et un petit carnet pour dire il faut que je pense à sortir ma yop à la vanille parce qu'il périme demain ou après-demain et que ma charte marketing m'impose d'avoir que du frais. Dorénavant, ça, on l'a digitalisé. J'ai pas le temps de passer la petite démo, mais c'est un outil c'est une sorte d'alerte qui dit attention, ça réplique un peu le rayon et il y a des alertes. Ça clignote en haut à droite en disant tes yaourts à la fraise sont probablement en fin de date, donc pense à les changer et pense à les sortir du rayon. Une fois qu'avec Phoenix Date, qui est la première brique du dispositif, on a identifié un périmètre qui était proche de la péremption, on branche nos 3 canaux de valorisation, donc le conso, les assos et les animaux. Et pour le conso, il y a deux solutions. Il peut soit télécharger notre appli mobile et donc racheter à prix cassé les invendus qui sont en fin de course et qui sont promotionnés à moins 20%, moins 30%, moins 40%, moins 50%. Donc vous et moi, les consommateurs, pouvons nous engager contre le gaspillage et faire un petit geste à la fois pour le pouvoir d'achat et contre le gaspillage. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas les seuls à avoir une appli, et vous devez connaître certains de nos concurrents, mais en tout cas, ça marche très bien et c'est un canal qui prend de l'ampleur chez nous. Donc la revente accélérée aux consommateurs à travers une appli mobile anti-gaspi. On a quasiment maintenant 1 million de téléchargements. On est à plus de 800 000 utilisateurs. Donc je vous invite à la télécharger évidemment et à en parler autour de vous, mais ça vous permettra de faire des bonnes affaires et faire un geste contre le gaspillage. Le consommateur qui veut s'engager, bonne nouvelle, il y a une deuxième solution chez nous. Ce sont des bacs anti-gaspi directement poussés dans le magasin, in-store, donc des bacs physiques, comme vous voyez sur le schéma là. Ce sont des zones dans lesquelles on fait converger tous les produits en fin de vie du magasin. Donc c'est des zones balisées dans lesquelles on va prendre toutes les dates courtes du magasin, tous les produits qui sont en fin de parcours, que les clients d'habitude délaissent dans les rayons parce qu'ils vont chercher au fond des rayons les références les plus longues. Ben là, on a dit en fait, on va prendre le contre-pied et on va faire une offre à prix cassé, en tête de rayon ou dans un bac anti-gaspillage pour que les consommateurs puissent découvrir des produits, sauver des invendus du gaspillage et payer moins cher. Et pour le magasin, ça fait un revenu additionnel qu'il n'avait pas prévu. Et ça attire des gens en magasin aussi. Ça fait ce qu'on appelle du drive to store. Cette logique drive to store étant valable pour l'application mobile. C'est ce qui intéresse nos clients, c'est de faire venir en magasin des gens qui sont attirés par la promo et qui derrière vont aussi faire leurs courses classiques sur place. Donc voilà pour le conso. Pour la brique 2 qui sont les assos, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tous les produits qui n'ont pas été rachetés par les consommateurs, soit sur l'appli, soit dans le bac Zéro Gâchis, anti-gaspi, ils sont proposés à des assos caritatives. Donc le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, Emmaüs et ainsi de suite. Dans une logique de pure solidarité, dans une logique de soutien aux plus démunis. Et donc ça, c'est un canal qui fonctionne très bien. C'est notre plateforme numérique, notre vente privée du B2B, notre vente privée du don. En gros, le chef de rayon va scanner sa palette ou prendre une photo de ses briques de lait. Il va dire, voilà, aujourd'hui, je suis à Carrefour de Massy-Palaiseau. J'ai 2 palettes de briques de lait qui périment dans 2 jours. Je sais que je ne vais pas les vendre, donc je les donne. Et l'offre est propulsée par notre appli et par notre plateforme à toutes les assos du coin. C'est géolocalisé.
Et donc, les Restos du Cœur du 78 la Banque alimentaire du 94 vont recevoir une notice comme quoi il y a 2 briques de lait à récupérer, enfin 2 palettes de briques de lait à récupérer à tel endroit, entre telle heure et telle heure. Et elle réserve, elle passe le chercher elle-même. J'ai une question là-dessus. Ouais, J'ai une question sur les assos, du coup, parce que votre business model, c'est quand même d'abord de vendre aux consommateurs. Donc les assos, peut-être qu'elles sont pas trop contentes, effectivement, il y a moins de cam a priori. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que justement, votre techno permet d'aller non, mettre en relation les besoins et l'offre de produits jetés, sinon, finalement. non, c'est une bonne question, mais en vrai, on a commencé, nous, par piler des assos. La slide que je décris là, Ouais, pendant 4 ans, la boîte a 6 ans maintenant, mais pendant 4 ans, c'était notre service unique. Parce on était focus, on était monoservice. Donc, la vision initiale de Phoenix, c'était celle-là. C'était c'est ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que le don alimentaire existait. La banque alimentaire et les Restos du Cœur ne nous ont pas attendus pour faire des collectes et des ramasses en magasin. C'est juste qu'on avait repéré cette bonne pratique et on se disait, OK, bah, c'est fait, mais c'est fait par des bénévoles associatifs qui ont plutôt 60, 65 ans, et qui font ça soit à leurs heures perdues, soit quand ils ne sont pas des petits-enfants, quand ils ne sont pas en vacances. Et donc, c'est optimisable. Ça peut être professionnalisé, ça peut être systématisé, ça peut être digitalisé, et on peut en faire un vrai process de grande distribution classique. Donc, on a repéré une bonne pratique qui était marginale, et on en a fait la norme, le nouveau standard. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, ça fait la réponse à ta question, c'est qu'il y a un modèle économique derrière. C'est du social business, c'est-à-dire qu'il y a bien le mot social et il y a bien le mot business. C'est pas du don désintéressé. On n'est pas une asso. Comment ça marche en coulisses pour le magasin et pourquoi ça marche et pourquoi c'était les si vite pour nous? C'est parce qu'on a la situation que je décris dans la slide que je présente là. À savoir que dans un monde où Phoenix n'existe pas, si on prend notre fameuse palette de biscuits qui vaut 100 euros, c'est le prix d'achat auprès de l'U. Dans un monde où il n'y a pas de Phoenix et il n'y a pas d'assaut, le produit n'est pas vendu puisqu'il est retiré des rayons à partir de J-3, J-4. Et en plus, la destruction en elle-même, elle coûte de l'argent. Donc il y a des frais de destruction, des frais d'incinération, des frais de déchets, de transport, de location d'équipements poubelles, etc. Ça, c'est la colonne de gauche. Avec Phoenix, première chose pour laquelle notre client a le sourire, c'est qu'on arrive à scratcher toute sa base de coûts, puisque le produit et la palette est pris en charge par les Restos du Cœur, le Secours populaire ou le Secours islamique. Il n'est plus dans la poubelle, donc il n'est plus collecté par le prestataire de déchets, que ce soit Suez, Veolia, Paprec, de Richebourg ou un autre. Et donc, par conséquent, il n'est plus dans la facturation. Et donc, il n'est plus dans la base de coûts du Carrefour, du Leclerc, de l'Intermarché ou du Super U. Donc, déjà, on lui diminue ses coûts de destruction et de gestion des déchets. Donc, il gagne quasiment 150 000 euros à l'année sur sa partie traitement des déchets. Et en plus de ça, deuxième effet qui se coule, et c'est un peu la cerise sur le gâteau pour eux, ils peuvent récupérer jusqu'à 60% de la valeur en stock en réduction d'impôt. Puisque c'est comme quand tu donnes 100 euros au Téléthon, tu peux déduire de ton impôt une partie en réduction d'impôt, en crédit d'impôt. C'est moins connu, mais ça marche pareil pour un don en nature et pour un don de nourriture. Lorsqu'une entreprise donne pour 10 000 euros de fruits et légumes au Restos du Cœur, ils peuvent récupérer jusqu'à 60%, donc 6 000 euros en réduction d'impôt, puisque le législateur, l'État, récompense un geste d'intérêt général. Donc il y a une fiscalité qui est favorable, et donc si je caricature, c'est ce qui est fait sur la slide, entre les moins 15 euros de coûts évités et les 60 euros de réduction d'impôt reçus, pour le magasin, ça fait un impact net de 75 euros. Ce qui fait nous, on a créé de la valeur un peu ex nihilo. En tout cas, on a transformé un centre de coût en centre de profit. Et nous, on prend une commission au succès. Et évidemment, on ne sait pas payer ça aux associations. Donc, ça se veut gagnant, 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 win-win-win. Et ça l'est puisque le magasin récupère de l'argent, réduit ses coûts, que les assos récupèrent plus de produits bien triés, bien clean, à coût zéro, et que nous, au passage, on prend une commission pour organiser et digitaliser tout ça. Les 150 000 euros, c'est par magasin, c'est un magasin moyen? Pardon? 150 000 euros de gains, c'est par magasin en moyen ou c'est un Après, gros ouais, hyper? un gros hypermarché, ça peut faire beaucoup plus. Un gros hypermarché, ça peut faire, il peut gagner jusqu'à 500 000 euros. Enfin, c'est des gros montants, quoi. Et une petite surface de proximité, c'est plutôt de l'ordre de 50 000, 100 000 euros. Et un supermarché, c'est entre les deux, mais c'est quand même des sommes colossales. Et surtout, ça correspond à peu près à leur marge, parce que comme vous le savez mieux que personne,
ils ont des marges nettes qui sont finalement assez ténues, quoi. Et donc, quand on arrive à leur faire économiser ce qu'ils appellent la casse ou la démarque, ça a un impact direct sur leur compte de résultat et c'est un impact direct sur leur profitabilité. Donc, nous, c'est ce qui fait que ça a marché. Moi, j'ai un point de vue assez radical là-dessus et assez dépassionné. On est sur un secteur développement durable, RSE, économie circulaire, solidarité, évidemment. Mais si on n'avait pas ce levier de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à l'appli ou grâce au bac anti-gaspi, et si on n'avait pas ce levier réduction de coûts et crédit d'impôt, on n'en serait pas là, quoi. Donc, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a une action qui est dans l'air du temps et qui est dans le sens de l'histoire, mais on a une action qui est ancrée sur une réalité économique et on fait gagner de l'argent à nos clients. Et c'est ça qui fait que ça allait vite, parce que ce n'est pas des enfants de cœur en face. Et du coup c'était un des leviers de succès. Un des facteurs clés de succès, c'était ce discours assez ancré sur l'économie, avec de l'impact par rebond, mais quand même un vrai intérêt économique à faire ce truc-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 2/3 de nos volumes, ça reste le don alimentaire. Donc, tu vois, par rapport à ton intuition, l'application et le B2C remontent assez vite et assez fort, mais le gros de notre chiffre d'affaires, le gros des volumes, aujourd'hui, il est encore tracté par le don aux associations qui reste un peu notre locomotive chez Phoenix. Voilà, et puis la dernière filière que je n'ai pas décrite, mais elle est assez intuitive, c'est que, si je reviens ici, pardon, après les consos et les assos, le reste, c'est les animaux. Donc là, qu'est-ce que j'entends par là? On va donner les invendus, le pain rassis du matin, la boulangerie, pâtisserie, la viennoiserie d'un gros Leclerc en fin de journée qui sont un peu durcis, plus consommables par des humains. On va les mettre de côté et les donner à un fermier, un centre équestre, un parc animalier. Pareil sur les fruits et légumes qui ont été trop trafiqués, qui sont un peu en putréfaction, ou la viande qui commence à être un peu faisandée. Tout ça, on le met de côté pour un zoo, un centre équestre. Et donc là, il n'y a pas de modèle économique à proprement parler, si ce n'est que c'est une filière qui va être une alternative gratuite à la destruction, qui a plus de sens, parce que autant nourrir des animaux plutôt que de nourrir un incinérateur, une poubelle ou une décharge. Donc c'est toujours mieux que de payer 150 € la tonne un Veolia ou un Suez pour emmener tout ça en méthanisation. Mais voilà un peu ce qui nous amène au zéro déchet. Ce n'est pas une seule solution. Une appli en tant que telle ne suffirait pas, c'est trop micro. Le don aux assos a des limites intrinsèques aussi, parce que c'est très dépendant de la fiscalité, c'est très dépendant du circuit associatif local. Et puis il y a plus d'invendus que de bouches à nourrir en France, ce qui est une bonne nouvelle, mais du coup un jour on va saturer les réseaux associatifs. Les filières animales, c'est une bonne solution, mais aujourd'hui c'est trop marginal, et c'est pas encore assez scalable et pas assez structuré. Donc c'est vraiment les 3 solutions bout à bout, les consos, les assos, les animaux, qui nous permettent de tenir la promesse zéro déchet, et qui fait qu'on a une solution qui est plus vaste que certains de nos concurrents qui n'ont soit qu'une appli, soit que du don. Et c'est ça qui fait notre force, c'est cet aspect multiservice et multifilière pour arriver au zéro waste. Donc voilà, c'est ça qui est partie de la trajectoire 6 jointe de croissance. On a 6 ans maintenant, donc de 0 évidemment à 15 millions en 2019. La slide n'est pas à jour, mais l'an dernier on a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une belle croissance, donc on est très fiers. Aussi que la création d'emplois, puisque maintenant on est à 170 personnes dans l'aventure Phoenix. Et puis l'autre chiffre dont on est très fiers, c'est ça qui fait la magie des modèles Tech for Good et la magie des modèles à impact de Phoenix. Et d'autres, on n'est pas les seuls là-dessus, mais on marche sur 2 jambes. Une jambe croissance, création d'emplois et chiffre d'affaires que je viens de décrire, qui n'a rien envie à des belles startups et qui est importante pour nous. Le fait d'avoir une boîte saine et en croissance, c'est chouette. Mais en même temps, on a ce petit supplément d'âme dont on est très fiers et qui fait la motivation au quotidien, qui est de dire on se bat pour une cause. On n'est pas juste une machine à chiffre d'affaires, à croissance et à dividendes pour les actionnaires. On est aussi là pour résoudre un problème sociétal, en l'occurrence le gaspillage, pour redistribuer des repas. Donc nous, on marche sur 2 jambes, la jambe croissance et la jambe impact. Et donc on est aussi fiers de ces chiffres-là, de dire qu'on a redistribué 70 millions de repas depuis 2014 en cumulé, et que chaque jour, on est à plus de 100 000 repas sauvés du gaspillage, à la fois sur notre appli, directement en magasin dans des bacs anti-gaspillage, et en dons aux assos et aux animaux. Voilà, ça c'est la team. Donc, un peu partout en France, comme j'ai dit, on a un modèle hybride à la fois tech et aussi vraiment implanté dans les territoires. Donc on a créé de l'emploi dans 25 villes en France. Évidemment à Paris, on a la moitié de l'équipe, mais après aussi à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Dijon, à Strasbourg, à Biarritz,
Quimper. Donc, on a un essaimage local assez dense dans les villes de taille moyenne, parce qu'il faut être au plus près de nos clients, des magasins, des usines, des assos locales, des récepteurs animaliers, des communautés d'acheteurs et de consommateurs engagés dans toutes les villes. Donc, on a une implantation locale qui est assez forte, qui est aussi une barrière à l'entrée. Voilà, j'ai parlé beaucoup de distribution, mais du gaspillage, il y en a sur toute la chaîne, on en a parlé. Donc, il y en a aussi chez les industriels. Chez Coca, on a balancé là, pendant le confinement près de 2,5 millions de bouteilles de Coca, sur lesquelles il y a aussi une date limite. On a des lancements de produits ratés, on a plein de choses. On a des grossistes qui sont rangistes, qui font de l'import-export de fruits et qui se retrouvent avec des tonnes et des tonnes de produits sur les bras. Et on travaille dans l'événementiel aussi, c'est-à-dire anti-gaspillage après un séminaire, après un festival de musique, après un buffet traiteur, après un dîner. Donc voilà en gros. Et puis dernier sujet que vous voulez aborder avec vous. Ah non, il y en a deux encore, pardon. Si je tiens à peu près les délais, vous me dites, mais n'hésitez pas à me couper, puis après on passera aux questions-réponses un peu plus interactives. Mais on fait partie des boîtes, qui sont de plus en plus nombreux, qui prouvent que notre modèle hybride, à mi-chemin entre la startup classique, type Doctolib, Miro, Blablacar, et les boîtes à impact, est non seulement possible, mais viable, mais souhaitable. C'est-à-dire qu'on arrive à accumuler les deux, être confiant des deux univers, l'impact positif et la croissance. Et donc, pour financer notre croissance et pour accélérer, on a fait plusieurs levées de fonds. Et la dernière a été de 20 millions d'euros qu'on a fait en 2 tours. D'abord, 15 millions d'euros en novembre 2018, auprès de plusieurs fonds. Et puis, Danone, le fonds de Danone est rentré chez nous au capital il y a 2-3 mois, en février 2020, juste avant la crise, pour mettre au capital de l'argent et devenir un peu notre partenaire, qu'on devienne leur partenaire de référence sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Donc on est assez fiers de ça. On a embarqué avec nous un gros de l'industrie agroalimentaire et on va devenir le partenaire anti-gaspi et zéro déchet des belles marques de Danone, que ce soit les Deux Vaches, Michel Augustin, Blédina. Donc, c'est cool si on arrive à faire changer ce groupe qui est déjà en transition de manière proactive, mais on est content d'arriver à faire un partenariat avec eux. Voilà. Et dernière chose que je voulais évoquer avec vous, bon, évidemment, on a un soutien gouvernemental qui est assez fort et qui est chouette et dont on profite. Mais on a, et c'est un sujet qui vous intéressera sans doute, et je finirai là-dessus, dans la dynamique consommateur dont je vous parlais, on a lancé un nouveau truc, il y a maintenant 2 ans quand même, hein, mais qu'on a marketé différemment. Et je poserai la question après de votre avis, pourquoi on l'a fait sous des marques différentes, pourquoi on n'a pas appelé ces magasins Phoenix. Ce serait intéressant d'avoir votre vision d'élèves en grande conso. Mais on avait Phoenix, on voyait que le gaspillage était un champ en friche, il y avait plein de choses à faire. Nous, on avait plein de batailles à mener, on voulait déjà faire du don, une appli mobile grand public, des bacs de stickage promotionnels dans les magasins. Enfin, il y avait trop de batailles à mener. Donc, mais on avait quand même le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire sur le déstockage. En disant, le modèle des déstockeurs traditionnels, les Stockomanie, les Nose, Action, je sais pas, tout à 1 euro, la foire fouille, 1 euro max, Maxi Destock, tous les trucs un peu cheap, pour ne pas les citer. On se disait, il faut qu'on dépoussière tout ça. Et il y a la place pour créer une alternative de déstockage qui soit un peu plus sexy, plus axée anti-gaspillage, consommation responsable, et moins marketée comme entrée de gamme, tout à 1 euro, lesradins.com, etc. Donc on avait le sentiment qu'il y avait la place, sauf qu'avec Baptiste, mon associé, on n'avait pas ni l'énergie, ni le temps, ni le courage de lancer un truc en parallèle de nos batailles. Il fallait qu'on choisisse nos combats. Donc on a créé, c'est ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que c'est une boîte au sein de la boîte, c'est une start-up au sein de la start-up. Donc on a pris 2 salariés qu'on sentait bien, et on leur a dit, les gars, voilà ce qu'on veut créer, un réseau de déstockage anti-gaspillage qui rachète tous les produits difformes, hors calibre, les fruits et légumes moches, les retards de livraison, les emballages tordus, cabossés, tous les produits qui finalement ne répondent pas au canon de la beauté des acheteurs traditionnels de la distribution classique. Et on veut les vendre dans des magasins dédiés. Donc voilà un budget, une feuille de route, on crée une structure, on vous donne des parts au capital, Phoenix reste actionnaire majoritaire, et roule ma poule, foncez. Et donc ça se passe, c'est ça qui s'est passé en fait, c'est qu'on a créé ces fameuses épiceries anti-gaspi. Maintenant, il y en a quasiment une dizaine, essentiellement dans l'Ouest, mais il y en a une qui ouvre
Il y en a une qui est ouverte depuis 6 mois à Paris, dans le 19e, vers la place des Fêtes, que je vous invite à visiter à l'occasion d'une sortie chez RSA Grande Conso. Et il y en a plusieurs dans l'Ouest, hein, à Rennes, à Château-Giron, à Saint-Malo, à Laval, à Cherbourg, dans Normandie, à Nantes bientôt, et en nouveau une à Nanterre dans les mois qui viennent. Donc voilà, ce sont des supermarchés anti-gaspi à prix cassé et qui sont une belle histoire parce qu'il y a 10 magasins aujourd'hui, mais on veut en faire à peu près 50 dans les 2 ans. Et devenir, il y a eu le boom du bio, il y a le boom du vrac, et on est persuadé qu'on sera les leaders du boom de l'anti-gaspi, qui est une des prochaines tendances de consommation. Et donc voilà, tous les produits difformes, hors calibre, qui ne trouvent plus preneurs, sont dorénavant revendus ici à prix cassé. C'est la même logique que sur l'application Phoenix, ou la même logique que sur les bacs anti-gaspi en magasin. C'est des produits moches, moins chers. Et voilà. Et je pense qu'un des premiers éléments de discussion qu'on peut avoir pour lancer l'échange, c'est la question que je posais, c'est à votre avis, pourquoi on a marketé ça sous la marque nous anti-gaspi et non pas Phoenix, alors qu'on aurait pu avoir une marque super forte avec du B2B, du B2C en appli mobile, des magasins physiques au coin des rues. Pour quelles raisons fondamentales on a choisi de C'est une colle ou c'est un quiz ou c'est Non, je ne sais pas si c'est un une cas. réflexion? À votre avis, pourquoi on a fait ça comme ça? C'est pour lancer un peu le débat. Bonjour, je tente ma chance. Peut-être parce que c'était justement, comme vous disiez, une manière de vendre l'appli à vos clients retailers, c'était que vous alliez faire du trafic chez eux et vous ne vouliez pas leur faire de concurrence là-dessus. Oui, absolument, c'est essentiellement ça. La vraie question, la vraie raison, c'est que ça va un cran plus loin, c'est qu'en fait, en faisant ça, on devient retailer de fait, on devient distributeur de produits alimentaires en direct avec le consommateur. Donc, quelque part, même si c'est marginal et qu'on ne pèse pas très lourd par rapport à un Leclerc ou un Super U, on devient concurrent de nos clients sur Phoenix. Donc, c'est un peu schizophrène d'être le matin en sous-traitant, en prestataire de Leclerc, Intermarché, Carrefour et Super U, et d'être l'après-midi dans un magasin qu'on va planter en face, qui va, mine de rien, leur prendre parfois un peu de trafic. Donc, on voulait rester un peu sous la surface et dire c'est un projet Phoenix, mais pas forcément Phoenix, et donc rester plus en sous-marin. Avant de donner la parole à Matt, qui a une question très intéressante, moi je voulais que tu reviennes un petit peu sur la genèse de Phoenix, parce que passer de la banque d'affaires à un projet comme ça qui a du sens, ça se fait pas tout seul. Et aussi comment ça a démarré finalement le premier magasin, le premier deal, que tu nous racontes un peu plus tout ça. Ouais. Donc c'est une bonne question. Donc, moi, ce que je raconte, mon parcours, c'est ce que j'ai dit. C'est que c'était une quête de sens, c'est-à-dire que je voulais avoir un métier qui ait de l'utilité, qui ait de l'impact social, environnemental, qui réponde à un vrai sujet de société et qui ait une dimension un peu métaphysique, ou en tout cas d'utilité. Ce qui peut sembler comme un caprice de sale gosse quand on va bien par ailleurs et qu'on a un bon job dans une belle boîte, etc. Mais c'était vraiment un truc que j'avais au fond de moi. Par contre, il n'y a pas eu de changement radical du jour au lendemain, où il n'y a pas eu de pétage de câble ponctuel. C'était un sentiment qui était assez diffus, progressif. Et donc, j'ai pris le temps de le faire de façon raisonnée. Je n'ai pas démissionné, claqué la porte du jour au lendemain. J'ai commencé à grenouiller dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat à impact, rencontrer des porteurs de projets, rencontrer des fondateurs, comprendre un peu comment fonctionne l'écosystème, rencontrer quelques influenceurs et quelques têtes de réseau. Commencer à faire mon trou, mais ça, je l'ai fait en parallèle de mon job. J'étais toujours en poste. J'ai commencé à préparer le next move. Et puis après, voilà, au début, nous, pour dire vraiment la genèse de Phoenix, ça partait d'une intuition de départ qui était un vécu personnel, qui était quand on fait une soirée étudiante ou une soirée entre potes, ou un dîner, un apéro, un anniversaire, ou une soirée pizza devant du foot. Il restait souvent un peu de nourriture. Et je me disais, c'est bête qu'il n'existe pas une petite application pour en 3 clics, soit donner ça à son voisin, soit le revendre à 1 euro à son colocataire, ou à sa copropriété dans son immeuble, ou le donner en 3 clics à l'asso du quartier, au SDF du coin. Et donc on est parti de ça. C'était plutôt de l'économie collaborative, donc le site aussi.
Ça répond, je crois, aussi à une des questions qui était dans le chat. Mais on est parti de ce besoin-là. Les petits volumes des consommateurs dans les frigos et comment utiliser le digital pour lever tous les freins à la solidarité et à la générosité. Et on a creusé un peu ce problème-là pendant quelques mois. C'était typique d'une fausse bonne idée. C'est-à-dire que tout le monde adorait le concept. Le digital, le service de l'anti-gaspi, de la solidarité, etc. Mais sauf que c'était des petits volumes hyper éclatés. Les gens étaient prêts à jouer le jeu et à donner quelques trucs, mais on se retrouvait à les récupérer. Pendant la phase de test, on se retrouvait à les récupérer trois paquets de pâtes chez une famille, puis 2 tomates chez une vieille femme. Puis, et en fait, bon, ça allait nulle part, quoi, parce que les volumes étaient super petits, la logistique était une galère, le modèle économique était quasiment inexistant, c'était un modèle de pourboire, quoi. Et puis, d'un point de vue sanitaire, on ne sait pas ce que les gens ont fait de leur bouffe, si ça a été congelé, décongelé, mis au micro-ondes. Donc, voilà, il y a plein de barrières qu'on n'avait pas vues. Mais du coup, on aurait pu arrêter à ce moment-là. Hein. On aurait pu dire, OK, fausse bonne idée, on fait fausse route. En fait, il n'y a rien à faire. Mais in fine, on a gardé l'intuition de départ, c'est-à-dire le digital au service de l'anti-gaspi et de la solidarité. Et on a fait ce qu'on appelle dans l'univers des startups un pivot stratégique. Ça veut dire qu'on est passé du C2C, donc du consommateur au consommateur, économie collaborative. On est passé au B2B en disant peut-être que si on va non plus du conso au conso, mais du magasin à l'assaut, il y aura plus de volume, plus de cadres sanitaires et réglementaires, plus de professionnalisme et un début de modèle économique. Donc, voilà un peu le cheminement de Phoenix, du C2C au B2B. Et puis maintenant, c'est marrant parce qu'avec l'application mobile et les magasins et les bacs anti-gaspillage, on revient un peu au consommateur, au point de départ, mais on est passé par des détours. Matt, est-ce que tu peux te présenter et ouvrir ton micro, poser directement ta question à Jean, éventuellement ta caméra pour qu'on puisse te voir. Bonjour, alors la caméra elle marche pas malheureusement. C'est pas grave. Donc il y aura juste ma voix. On est plusieurs étudiants là, on est à l'EPFL à Lausanne. Donc là, franchement la présentation est super intéressante. C'est aussi cool d'avoir des chiffres un peu sur ce secteur qui est un peu flou quand on en parle. Et donc je pense que la question elle a bien été répondue. Maintenant là où on se pose en fait encore des questions, ce serait donc en fait toute cette partie de gaspillage qui vient de la consommation, elle serait plus à réduire juste en passant par de l'éducation en fait. Oui, il y a des gens, il y a quelques initiatives que j'ai en tête qui essayent de résoudre ces trucs-là. Le gaspillage, le partage de... il y a une appli qui s'appelle Give, G-E-E-V, qui à la base est un peu le bon coin du gratuit, qui a vocation à donner je sais pas, une lampe, au lieu de la vendre à 5 € sur le bon coin, c'est du don, et ils se mettent à faire de l'alimentaire. Donc c'est comment, en tant que particulier, tu peux donner tes restes quand tu pars en vacances ou quand tu pars en week-end à un autre particulier. Ça existe. Il y a un autre truc qui s'appelle, je ne sais plus si ça marche toujours, mais en tout cas le concept était cool, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas plus pris, peut-être pour des questions d'usage. C'est un truc qui s'appelle Check Food, et en gros, c'est un peu laborieux dans l'usage, mais l'idée était chouette. Ça consiste à... C'est un peu comme Phoenix Date, tu veux, notre outil de rotation des rayons là, que j'ai décrit, mais sauf pour le consommateur. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu vas faire tes courses au Franprix d'à côté ou chez Biocop, tu reviens avec des yaourts et c'est une application qui te permet d'ancrer ta date dans ton téléphone en disant attention, mes yaourts ils périment le 8 juin. Donc à partir du 6, tu as une alerte qui dit pense à manger tes yaourts ou à les cuisiner parce qu'ils périment dans 2 jours. Et ça, typiquement, pour éviter les oublis au fond du frigo, pour éviter les erreurs comme ça de gestion au niveau du consommateur. Sur le papier, ça pourrait marcher. Après, dans la vraie vie, il faut voir si l'usage n'est pas trop pénible. Si c'est pas trop chiant d'aller scanner un par un tous tes produits après avoir fait tes courses. Mais dans l'esprit, je pense que c'est un truc comme ça qu'il faudrait, quoi. Une sorte de pense-bête ou de... T'en as même qui vont plus loin et qui disent non seulement il te fait un rappel, mais en plus il te suggère une recette. C'est mixé avec marmiton ou 740 grammes. Et ça va identifier tous les restes de ton frigo et se suggérer une recette qui les travaille. Donc je pense que là, autour de ces thèmes-là, il y a quelque chose à faire. Mais nous, on n'a pas voulu creuser ce truc-là, on a pris une autre piste.
Ok, bah merci beaucoup. Et justement, alors du coup, par rapport à la question des dates, j'ai l'impression que Bing avait une question sur la différence en magasin. Si Bing, tu veux poser ta question? Bonjour. Bonjour. Bonjour, du coup, je m'appelle Bing et ma question, c'est que je veux savoir comment faites-vous la différence entre deux dates de DLC dans les rayons? Ouais, mais ça c'est une bonne question. En fait, on prend par défaut dans l'outil la date la plus courte, celle qui est en front de rayon. Parce que tant qu'on n'aura pas dans le code barre la DLC, ça sera que une mise à jour manuelle. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est fait manuellement, on ne peut pas encore automatiser complètement la mise à jour. Ok, merci beaucoup. Victor, si tu veux poser la question aussi. Oui, bonjour, donc moi c'est Victor, je suis étudiant actuellement dans la chaire Grande Conso et je me demande exactement en fait quelle est la barrière aujourd'hui pour vos clients retailers à développer leur propre outil, parce que finalement ils ont une relation avec leurs clients, ils les connaissent via des applis. Ils maîtrisent la zone de distribution puisque pour l'instant les corners ils sont dans les magasins. Et puis j'imagine que en effet le Carrefour de Palaiseau, a priori, il est en contact avec les associations qui sont autour de lui puisque c'est a priori toujours un peu les mêmes. Donc qu'est-ce qui se passe si demain Carrefour fait son Phoenix en interne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez encore un levier de résistance par rapport à ça? Ouais, c'est possible. Hein. Enfin, la meilleure réponse à ça, c'est nos chiffres. Hein. On n'aurait pas 3000 clients si jamais notre service n'avait pas de valeur ajoutée, qu'il était internalisable. Donc, je pense que la preuve de concept, elle est faite. Plutôt d'ailleurs, pour abonder dans ton sens, parce que c'est vrai, ce que tu décris, c'est notre principale concurrence, c'est l'internalisation. C'est plutôt vrai pour les enseignes intégrées, celles qui sont très, très hiérarchisées, très organisées, comme Carrefour, Casino, Leader Price ou Auchan, où on a plus de mal à rentrer, même si on a quelques contrats et quelques belles références. C'est beaucoup moins vrai de notre expérience chez les indépendants et les franchisés. Donc nous, on est très fort chez Leclerc, chez Intermarché, chez Système U et chez Biocop aussi. Puisque chaque magasin est une entité juridique séparée. Chaque magasin décide avec qui il travaille. Et il n'y a pas de directive centrale à part partager une marque et une centrale d'achat. Mais il n'en reste pas moins que nous, ce qu'on vend, c'est de l'expertise, du confort, une logique de tiers de confiance aussi, en disant on fait appel à un expert de l'anti-gaspillage et c'est toujours plus crédible. Et il y a la marque qui compte, mine de rien. Le fait de passer par une start-up un peu plus sexy, ça aide à augmenter le taux de vente. Et puis, sur la partie dons aux associations, c'est peut-être la partie qui est la plus internalisable, puisque en fait, effectivement, certains magasins donnent, ils le font tout seuls, mais ça paraît simple sur le papier, mais en fait, quand tu vas sur le terrain dans la vraie vie, les assos, c'est un peu un cauchemar à gérer pour un magasin, puisque c'est pas un milieu qui est très, très professionnel, forcément. C'est pas un milieu qui est très fiable. Donc, l'asso qui devait passer à 9h, elle arrive à 10h30. Entre-temps, le responsable de l'entrepôt, il est parti parce qu'il était en horaire décalé. Du coup, tu vois, il y a toujours des retards, des annulations de dernière minute, des mecs qui arrivent sans papier, des mecs qui n'ont pas de camion frigorifique ou des camions pas éteints. Enfin, il y a toujours des pépins qui fait qu'en fait, un jour sur deux, si tu n'as pas un intermédiaire ou un pitbull comme nous qui est là pour mettre de l'huile dans les rouages, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de ramasse. Donc nous, on fait en sorte que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'un magasin, avant qu'on arrive, il avait déjà une relation avec une asso. L'asso, elle passait, mettons, le lundi pour récupérer les invendus du week-end et elle passait le vendredi pour faire sa distribution dans le week-end. Et nous, ce qu'on dit, c'est bien, c'est un bon début, mais en fait, il faut qu'il y ait 2 assos par jour, plus un plan de backup partout, dans tous les magasins de France. Et donc, nous, notre application et notre plateforme, elle est là pour s'assurer que l'offre va être poussée à 1, 2, 3, 4 récepteurs jusqu'à être sûr qu'on a tout écoulé. Et donc, c'est une logique d'intermédiaire. Hein. C'est comme dans la vente de bagnole ou d'appartement. Tu peux choisir de vendre ton appartement en direct vers le Bon Coin et de prendre le temps qu'il faut, de faire les visites toi-même et d'économiser la commission, ou de dire moi je passe par une agence parce qu'ils vont le vendre plus cher
plus rapidement, avec des garanties, puisqu'ils sont intermédiaires, donc ils se portent garant. Et je vais payer une petite commission, mais ça ne me dérange pas parce que je gagne tellement par ailleurs en confort et en opérationnel que. Mais bon, comme tout intermédiaire, on est scratchable, hein, donc on n'a pas de baguette magique. On essaie de se rendre indispensable. Et le fait d'être multiservice nous rend indispensable. Parce que tu es moins facilement débranchable. Quand tu vas dans un magasin et que tu dis, bah, nous, à la fois, on gère l'application mobile pour faire venir des gens de l'extérieur, le bac anti-gaspi en magasin, le don aux assos, le don aux animaux, et qu'on gère toutes vos filières, et que le jour où vous nous enlevez, ben, on part avec tout. Tu te rends un peu indispensable, que c'est un peu la technique du cheval de Troie. Mais toujours est-il que. Donc ça veut dire qu'il y a des employés Phoenix qui sont en magasin pour remplir le bac et qu'il y a des employés Phoenix pour accueillir les associations au magasin? Oui, absolument. Okay. Pas tous les jours dans tous les magasins de France, mais chez nous, chaque employé Phoenix, il supervise un parc d'une vingtaine de magasins et il est garant du programme Zéro Déchet dans ce magasin-là. Donc il a un portefeuille d'une vingtaine de clients qui sont des LD Leclerc, des Super U, des Carrefour, des Franprix. Et tous les jours, il s'assure que les paniers qui sont sur l'application mobile ont été vendus, que le bac anti-gaspi est clean et qu'il y a du flux en magasin, que les assos sont passés à l'heure en bonne et due forme et que le récepteur animalier est venu vider les biodéchets. Et c'est ça, un des jobs chez Phoenix, le job d'entrée en tout cas chez nous. Le job de terrain, c'est un job d'account manager et de coach anti-gaspillage pour s'assurer que le zéro déchet est respecté dans tous les magasins qu'on lui a confiés. Ok, merci beaucoup. Là, j'avais une question pour toi, Jean. C'était par rapport, justement, tout à l'heure, tu parlais de l'essor un peu des applis B2C anti-gaspi. Ouais. Pour toi, quelle est la raison? Est-ce que c'est une question écologique, de conscience écologique, ou plutôt législation, par exemple, avec la loi Garot de 2016? Qu'est-ce que tu penses qui pousse un peu le momentum aujourd'hui sur l'anti-gaspi? Je pense que c'est un peu les deux. Nous, on s'est créé en 2014. C'était bien, mais c'était un peu trop tôt par rapport à la dynamique que tu décris. Donc, il y a eu deux dynamiques. Il y a une dynamique politique, avec la loi Garot, le pacte anti-gaspillage, qui a fait remonter le sujet en haut de l'agenda politique. Et puis, ça a été accompagné d'une dynamique médiatique assez forte, où en gros, il y a eu un article de presse par jour quasiment sur l'anti-gaspi, sur nos concurrents, sur le scandale du gaspillage alimentaire, des reportages partout sur France Info, France 2, M6 envoyé spécial. Donc ça a fait monter la sauce autour de ce sujet-là, et c'est devenu un sujet qui à la base était un peu sale, hein, biodéchets, gaspillage, poubelle, et qui est devenu presque sexy. Donc il y a ce truc-là, ce phénomène-là, de prise de conscience sociétale, et médiatique et politique. Et puis après, il y a, de mon point de vue, vraiment le côté économique. Il y a plein de gens, notamment dans le contexte actuel, en chômage partiel ou en activité réduite, qui ont 85% de leurs revenus uniquement, et pour qui c'est vraiment game changer, comme on dit en anglais, mais ça fait vraiment une différence que de pouvoir acheter des paniers à 5 € alors qu'ils en valent 15. Et ils font leurs courses comme ça, et ça devient presque une habitude de consommation, et ça soulage les portefeuilles. Donc, quand on regarde nos personas, c'est-à-dire les gens qui achètent et qui téléchargent l'appli et qui sont nos acheteurs, quand on a créé l'appli, on pensait plutôt à des bobos, à des jeunes un peu comme vous, des étudiants engagés, militants de la cause environnementale, avec des vraies conditions, mais sans forcément de problème de pouvoir d'achat. Et en fait, l'acheteur type chez Phoenix, c'est plutôt soit des gens CSP-, avec des budgets super réduits, soit mères de famille, mères au foyer ou femmes célibataires qui galèrent à boucler les fins de mois. C'est eux les gros acheteurs de Phoenix sur la partie appli et bac anti-gaspillage. Donc, il y a une partie d'engagement que j'estime à 20-30% des acheteurs. Il y a une grosse partie d'achat contraint, opportuniste, pouvoir d'achat, qui est plutôt la grosse majorité. Et c'est cool, ça correspond à la mission sociale aussi. Hein, on permet à des gens de boucler les fins de mois, d'acheter des produits qu'ils ne pourraient pas se permettre d'acheter et de tester des produits un peu cool, des vraies marques pour moins cher que prévu. Il faut juste éviter l'écueil que les produits en fin de vie soient réservés aux pauvres et que les autres soient pour les riches. Mais à part cette critique qu'on peut nous faire, franchement, on coche pas mal de cases quand même. Il y a Léa Massia qui a une question. Léa Massia, vous pouvez vous présenter et poser votre question directement te présenter et poser directement ta question à Jean.
Bonjour, je m'appelle Léa Massiel, je suis étudiante à l'ESCP. Je vous remercie pour votre présentation. Et justement, j'avais une question par rapport aux dates de péremption. Donc, bon, on sait que sur les produits, il y a des dates de péremption, mais c'est souvent pas les dates auxquelles les produits sont plus forcément consommables. Et donc, il y a beaucoup de consommateurs qui se basent sur cette date de péremption et qui vont jeter leurs produits directement après la date de péremption ou même le jour même. Et c'est vrai que du coup, vous disiez que c'est peut-être un peu plus compliqué de réduire le gaspillage au niveau des consommateurs. Et ma question, c'était est-ce que vous animez, peut-être justement pour venir un peu pour faire face à ce challenge, est-ce que vous animez par exemple des ateliers pour tenir au courant les consommateurs ou peut-être vos clients directement sur l'application du fait que les dates de péremption écrites sur les produits ne sont pas forcément synonymes de OK, il faut jeter le produit à ce moment-là, à cette date-là, mais Oui, on y participe. Dès qu'on peut le faire, on le fait. C'est une partie du boulot de nos chefs de projet. Les coachs anti-gaspi, dont je décrivais le métier tout à l'heure, c'est une partie de leur boulot, d'être en rayon et de parler à nos consommateurs et de leur expliquer les différences. De parler aussi aux chefs de rayon, hein, pour que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de turnover, chef de rayon, beaucoup de changements. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui vient tous les jours faire des piqûres de rappel sur pourquoi il faut donner et pas jeter, pourquoi il faut revendre et pas jeter, etc., ça se fait plus. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation, d'accompagnement des personnels de magasins, qui ne sont pas toujours hyper conscientisés, hyper sensibilisés, et des acheteurs, consommateurs. Et après, on est à côté de ce travail de terrain. On prend la parole évidemment sur les réseaux sociaux, dans nos communications, dans les newsletters, sur l'appli mobile aussi, sur l'application, pour faire passer les bons messages. Et puis, on est dans l'initiative autour des dates de péremption, que ce soit celle des pouvoirs publics, de nos concurrents ou de l'industrie en général, sur l'évolution des dates de péremption, la DLC versus la DLUO, la DDM, tous ces trucs un peu techniques, on y participe. Je pense que c'est un des gros enjeux aussi pour réduire le gaspillage à la source. Il y a celui-là, et puis il y a un des chantiers sur lesquels on est positionné, qui est la réduction, de plus être juste une solution en aval, ce qu'on est aujourd'hui, pour être transparent. Aujourd'hui, on est une bonne solution curative, c'est-à-dire qu'on sait traiter le gaspillage dans nos 3 canaux, les consos, les assos, les animaux, une fois que le gaspillage est constaté. Mais je pense que la fin du game, ça serait quand même de remonter en amont et de venir tarir le gaspillage à la source dès la constitution de stock, dès l'achat, dès la commande, pour vraiment ajuster et plus surproduire et surstocker. Donc, on est en train de migrer aussi vers ça en disant nos données, la data qu'on a accumulée sur la plateforme depuis 5-6 ans, en sachant chaque magasin par magasin, rayon par rayon, jour par jour, ce qui a été vendu, donné et cassé et perdu, on l'utilise pour progressivement faire des algorithmes de recommandation sur les achats directement pour les acheteurs et les directeurs de magasins. Donc on essaye de remonter la chaîne. Mais ça va se faire au long cours. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur. Merci Léa, merci. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le fait que vous ayez que vous ayez créé un réseau de distribution. Oui. C'est quoi ta vision du coup de la distrib en France aujourd'hui? Pourquoi la distrib aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas innovante? Est-ce que pourquoi ils n'ont pas réussi à créer ce genre de choses-là? Et voilà, on reste dans la chair de grandes consos et de grandes distries à l'ESSEC, et du coup, c'est intéressant d'avoir ta vision, toi qui partagent un peu leur vie, j'allais dire commerciale tous les jours. Non, moi je trouve qu'ils font plein de choses. Hein. Il y a eu plein d'innovations dernièrement, il y a les drives, puis les drives piétons. Il y a des magasins à Toulouse là, qui s'appellent le Drive to Me, qui sont des drives zéro déchet complètement. Bon, mais bon, c'est pas les gros qui font ça, mais les gros ont fait des drives piétons, et ça a plutôt bien marché. Il y a des magasins où on teste des formats un peu alternatifs. Donc je pense qu'il y a de l'innovation, mais il y a beaucoup d'inertie. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que pour eux, je pense que pourquoi ils n'ont pas fait un nous anti-gaspi? Parce que je pense que ça leur est pas venu à l'esprit, c'est pas dans leur culture. Un grand groupe, pour innover, il faut bouger beaucoup de monde. Hein. Un Carrefour, un Casino, un Auchan, ça ne bouge pas comme ça, c'est des gros paquebots. Donc c'est là que les startups ont un gros temps d'avance, qui peuvent vite déployer
et avancer sur les choses qui prenaient beaucoup plus de temps chez les gros intégrés. Et puis, l'autre chose, c'est que ça pèse pas très lourd, quoi. Un gros Carrefour ou un gros Leclerc ou un gros Auchan, ça peut faire jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, nous, 100 millions d'euros, à chaque magasin, nous, anti-gaspi, là, on en a une dizaine, il fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Okay. D'accord. Donc, il en faudrait 50 pour faire un gros Leclerc ou un gros Carouf. Donc, les mecs, entre se faire chier à créer une marque, à dérouler 50 magasins, ou juste planter un gros Leclerc dans un centre commercial, je pense qu'ils ne réfléchissent pas trop longtemps, quoi. Donc, c'est plus par facilité et par le fait qu'on est sous les radars, parce qu'on a une belle histoire, mais on ne pèse pas très lourd par rapport au poids traditionnel, enfin au poids du gros secteur. Mais ils sont innovants, ils ont direction innovation. Après, ils sont rattrapés par l'inertie des groupes et par mais je pense qu'il y a un gros mouvement, moi ce que je constate, mais il n'y a pas de rien de visionnaire, mais il y a un gros move vers la proximité, les magasins de petite taille, la reconnexion à l'urbain, à la proximité en tout cas, le bio et le drive, même si je pense que je ne fais pas partie des gens qui crient à la mort de l'hypermarché. Je pense que les modèles hybrides, ni physiques ni digitaux, ont encore vachement d'avenir. Et je pense que les modèles physiques, et les nous anti-gaspi en sont la preuve, hein, ils ont une croissance et des chiffres qui sont vraiment cool. Donc ça prouve que le modèle retail physique vegan mortar n'est pas mort, au contraire. Et alors, dernière question, peut-être avant que tu nous dises un petit peu l'avenir et les projections de Phoenix dans les années à venir, c'est votre collaboration, partenariat, je ne sais pas, ou l'investissement de Danone au capital de Phoenix, et tu disais que c'était une fierté. Alors, on a Arnaud Jobard qui est dans le webinaire, donc je voulais qu'il témoigne éventuellement un petit peu du côté Danone, de Phoenix du côté Danone, mais est-ce que toi déjà tu peux donner ton point de vue sur le fait qu'un groupe comme Danone arrive au capital de Phoenix? Je ne savais pas qu'il était là, donc tant mieux si j'ai pas dit de J'ai vérifié, tu n'as rien dit de méchant contre Danone. Non, c'est cool, mais en plus on est vraiment fiers, et sinon je l'aurais pas dit, on n'est pas obligé de communiquer dessus. Non, on est super fiers parce que Danone, c'est évidemment un groupe emblématique par son rayonnement, ses marques, etc. Mais c'est aussi un groupe qui pour nous avait vachement de sens en termes d'engagement, parce que ça fait longtemps que même Emmanuel Faber, mais d'autant plus maintenant qu'il est là, que Danone est engagé sur la voie de la transition. Et donc, si on devait choisir un groupe du CAC 40 ou un groupe de l'industrie agroalimentaire, c'était eux. Donc, c'était plus compatible avec notre valeur, notre ADN, le côté bicorp et entreprendre autrement et faire du business autrement. Et donc, nous, pour être très concret, on a fait l'opération avec Danone à la fois pour l'apport en cash, puisqu'ils ont quand même mis de l'argent en capital. Et c'était pas rien. Donc, évidemment, ça a un impact. Mais aussi et surtout, à la fois pour avoir un partenaire industriel de référence avec nous, qui connaît bien le métier, qui connaît bien le secteur, et pour avoir surtout un partenaire qui peut nous aider à sortir du pur retail, sortir de la pure distribution, et à designer avec eux la bonne offre pour le secteur de l'industrie agroalimentaire et des industriels au sens large. Donc remonter de la chaîne de valeur d'un cran en amont de la distribution et être directement en sortie d'usine ou en entrepôt de stockage. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, devenir notre partenaire et que nous, on devienne leur partenaire anti-gaspillage et zéro déchet sur toute leur marque pour gagner aussi en notoriété pure et en faisant des communications conjointes. Mais voilà, je laisse la parole à Arnaud s'il veut compléter, parce que je crois qu'il doit partir bientôt. Mais... Arnaud, il doit partir. Arnaud? Oui, très très loin. On vous entend loin. Je suis désolé. De toute façon, je suis vraiment obligé de partager la Phoenix. Évidemment, je suis super content de ce partenariat. Et si j'avais su, j'aurais juste intervenu plus tôt. Vraiment, je ne fuis pas la question, bien au contraire. J'ai vraiment une obligation à 18h. Désolé. Pas de souci, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous et bravo Jean et bravo à tous. Merci Arnaud. Donc pour ceux qui sont... Arnaud Jobard qui est responsable commercial du côté Danone Waters pour la France. Et du coup, moi, ma dernière question, ce serait voilà, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour
déjà sortir de la période de la période Covid, comment vous allez terminer l'année, et puis c'est quoi Phoenix dans 2, 3, 4, 5 ans? Alors oui, donc comment la période Covid nous a impacté? Nous déjà, on a la chance d'être sur un secteur qui a été assez résilient, qui est l'alimentaire. Nos clients, c'est la distribution et notamment la distribution indépendante et franchisée, donc ils ont plutôt vachement bien résisté. Donc on ne fait pas partie des boîtes sinistrées, on ne fait pas partie des secteurs comme le tourisme, le transport, donc j'ai une pensée pour eux, mais nous, non, ça s'est plutôt bien passé pour nous, même si on a eu une petite baisse d'activité comme tout le monde. Donc voilà. Après, les enjeux pour nous, il y a 3 choses. La première, c'est comme j'ai dit, diversification sectorielle. Donc sortir un peu de la pure distribution et aller chercher des partenaires un peu plus en amont, comme les industriels, donc vous le deal avec Danone. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Le deuxième pilier, c'est la diversification géographique. Et donc, pour ça, c'est aller à l'étranger. Aujourd'hui, on est essentiellement en France, mais aussi en Espagne et au Portugal, où on a 10 personnes en Espagne et 12 au Portugal. Donc, ça commence. Mais on veut faire, en tout cas, avant le Covid, on voulait faire 3 pays européens de plus cette année. Mais on les a mis au frigo, on en prendra un petit peu. Et puis le dernier pilier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est grossir notre réseau de magasins et passer de 10 magasins, maintenant que la preuve est faite, à 50 et peut-être 100. Et tout ça pourquoi? Parce que le changement, il passera comme ça par le changement d'échelle. Si on reste une petite start-up qui fait 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est cool, c'est déjà très chouette. Mais le changement à grande échelle, il passera par les partenariats avec Danone, par le fait de passer un cap sur le réseau de magasins anti-gaspi. Sinon, on restera marginal et on restera un bel exemple et une belle preuve de concept, mais il faut qu'on pèse plus lourd. Donc, on cherche l'étape d'après pour passer à l'échelle, comme on dit. Ça marche même. Top. Pardon, vas-y. Voilà. Non, merci beaucoup. Je voulais que ce soit Joséphine qui termine, parce que c'est elle quand même qui... Vas-y, je t'en prie, Joséphine. Ouais, non, écoute, merci beaucoup d'avoir présenté. Bon, je crois qu'on a perdu Joséphine, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était hyper intéressant. Vous pouvez vous connecter à la Chargante Conso ou à Jean par LinkedIn, évidemment, si vous avez des questions. On fait une petite pause webinar la semaine prochaine. Et on revient le 17 juin à 17h, même horaire, avec un invité qu'on vous présentera, surprise, on vous enverra un email. En tout cas, n'hésitez pas à parler autour de vous de ces webinars. C'est, comme je le dis toujours, le grand nombre qui fera le succès et qui fera qu'on continue. Et on espère vous avoir tout aussi nombreux le 17 juin. Et encore un immense merci, Jean, déjà pour Phoenix, parce que c'est une superbe entreprise. Et puis pour ce partage qui est, à mon avis, plein de... Ouais, super bien pour les étudiants. D'ailleurs, avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et puis merci d'avoir pris le temps. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. Soirée. Au revoir tout le monde.